Merci de nous regarder toujours sur For You Télévision. Vous nous recevez aussi à travers la 96.3 FM, la radio panafricaine, For You Radio. Eh bien, le lundi 16 septembre prochain, les 3 pays qui avancent désormais en confédération célébreront la première année écoulée après la signature de la charte du Liptako-Gourma instituant la création de l'Alliance des États du Sahel. Une charte qui avait été signée, on le rappelle, pendant des périodes de braise entre la CEDEAO et les 3 pays du Sahel, aujourd'hui dirigés par des militaires, des pouvoirs de révolution. Docteur Sango, après un an écoulé, quel bilan pour l'AES? Quel bilan pour la Confédération aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, le 6 juillet dernier, les 3 pays décidaient de se réunir en Confédération, répondant ainsi à l'appel de plusieurs observateurs panafricanistes. Quel bilan faites-vous de cette signature de la charte du Liptako-Gourma un an plus tard? D'un point de vue du management de réforme, il est souvent difficile de faire le bilan d'une organisation après un an. Généralement, les degrés et les périodes sont souvent échéancés en trimestre sur le plan des années, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Ce schéma-là permet souvent de faire un bilan en termes d'action. Mais néanmoins, le Liptako-Gourma mérite d'être analysé sous le prisme du bilan parce qu'on voit que cette organisation-là a fait en quelque sorte ce qu'on appelle le miracle. Parce qu'en un an seulement, les actions de cette organisation ou de cette tentative de restructurer l'Afrique sont tellement nombreuses qu'on peut, n'est-ce pas, les étaler sous un prisme très logique, à savoir le prisme politique, le prisme économique et le prisme militaire, voire même stratégique. Sur le plan politique, il faut dire que l'action s'est opérée au niveau institutionnel avec l'affaiblissement des relations diplomatiques avec la France et ses affidés sur cette localité ou cette sous-région qu'on appelle aujourd'hui le Liptako-Gourma. Il y a eu une sorte de cassure, voire une sorte d'affranchissement de la part de ces 3 États, de ce que j'appelle souvent la colonialité du pouvoir, qui se manifestait jusque-là à travers le sempiternel processus que les journalistes, le monde des médias que vous êtes, a qualifié du phénomène de la France-Afrique. Ce phénomène qui, en réalité, n'est-ce pas, participait à mettre un trouble dans les relations diplomatiques des États africains avec ces pays, avec ce pays français, et que la France utilisait généralement pour instrumentaliser, n'est-ce pas, ses intérêts sur le plan sous-régional et porter à la tête, n'est-ce pas, de ces États-là des personnes qui étaient généralement dociles à leurs intérêts. Donc ce processus de la France-Afrique, cette influence diplomatique française et ses affidés dans cette sous-région-là a été, sur le plan institutionnel et politique, l'un, n'est-ce pas, des premiers éléments, l'une des premières actions qu'on peut mettre aujourd'hui sur la table du bilan, n'est-ce pas, des États de l'AES, en faisant aujourd'hui en célébrant aujourd'hui son anniversaire. On peut également évoquer le domaine militaire et géostratégique. On voit qu'en réalité, en sortant du G5 Sahel, ces États-là ont mis un terme à un outil militaire, n'est-ce pas, par lequel la France utilisait pour jouer un rôle trouble dans cette sous-localité-là à travers ce que j'appelle souvent l'embouteillage sécuritaire. Parce qu'en réalité, l'influence grandissante qu'exerçait cette France-là à l'intérieur de cette organisation-là faisait en sorte que cette organisation-là, en collaboration avec d'autres institutions de lutte contre le terrorisme qui sévissaient dans cette sous-région-là, n'arrivait pas à endiguer le terrorisme et à remplir l'objectif pour lequel il était, n'est-ce pas, il était déployé. Donc, le G5 Sahel, en réalité, était un instrument militaire trouble qui participait à s'aimer le chaos au moment où les États africains avaient besoin de la sécurité, au moment où les États africains voulaient de la paix et se tourner vers le développement. Donc la sortie donc de cette organisation a mis un terme à cet instrument militaire-là qui a permis aux États
n'est-ce pas, du Liptako Gourma, d'opérer une sorte de restructuration militaire en diversifiant ses partenaires. On peut également continuer sur le plan économique, d'accord? Le Liptako Gourma, aujourd'hui, constitue 70 millions de population. Lorsqu'on met dans un même ensemble le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est 70 millions de population en termes de démographie. Et ces États-là entendent donc utiliser cet instrument économique majeur pour redorer, n'est-ce pas, leurs relations sur le plan douanier, n'est-ce pas, en termes d'avantages comparatifs dans cette sous-localité, à l'effet d'imposer, n'est-ce pas, un nouveau rapport à leurs partenaires qui, à l'époque, n'est-ce pas, proposaient des relations économiques totalement superflues à ces États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, on voit comment les États du Liptako Gourma s'organisent pour que, sur le plan économique, qu'il n'y ait plus une sorte de dépendance économique de ces États-là vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds, mais qu'il y ait une sorte, n'est-ce pas, de structuration économique qui pourra permettre à ces États-là d'avoir une lisibilité et une souveraineté dans l'exploitation et la commercialisation de leurs ressources naturelles et de leurs matières premières qui constituent, sur le plan économique, leur avantage comparatif. Mais toujours sur le plan économique, ces États-là n'attendent pas à rester là. Ils sont allés au-delà pour s'attaquer sur le plan financier, voudrais-je dire. Ces États ont ambitionné, et ambitionnent d'ailleurs, puisqu'ils travaillent déjà sur cette problématique, qui est le franc CFA. D'accord? Ils ont l'ambition de trouver une solution alternative à cet instrument militaire qui, sur le plan économique, constitue la colonialité économique que les puissances occidentales, fondamentalement la France, utilisent pour maintenir économiquement les États africains. Donc, d'entrée de jeu, voilà quelques éléments qu'on peut aujourd'hui mettre sur, n'est-ce pas, le banc du bilan des États de l'AES Sahel. C'est vrai que ce n'est pas énorme, mais lorsque vous voyez que ces États-là n'ont qu'un an seulement à la tête de leur réforme, vous comprenez que c'est gigantesque et c'est tellement énorme comparé à ce que les États africains, 65 ans après les indépendances, n'ont pas réussi à faire vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Liptako Gourma est dans une dynamique de restructuration de l'Afrique dans le sens, n'est-ce pas, de sa souveraineté. Parce que si on veut, par exemple, projeter également le bilan sur le plan international et même mondial, on voit comment le Liptako Gourma se comporte différemment au niveau international. D'accord? Le plus récent, c'est le sommet Chine-Afrique. Vous avez vu comment les États de l'AES ont, n'est-ce pas, proposé une seule délégation qui devait représenter cette association, cette organisation au niveau international. Question de ne pas disperser les énergies, mais de se mettre ensemble pour revendiquer des actions communes sur le plan international. Des pareilles initiatives montrent tout simplement que le Liptako Gourma, les acteurs du Liptako Gourma sont en train de montrer au reste de l'Afrique le comportement à suivre. Parce qu'il n'y a pas un autre comportement aujourd'hui pour l'Afrique que de se mettre ensemble, que de former des regroupements pour être puissants, solides sur le plan international et éviter le piège de la balkanisation, instrument par excellence que les puissances occidentales ont utilisé pour maintenir l'Afrique dans la dépendance et la spoliation économique. Merci, docteur Sango. L'émission de la charte qui réunit le Mali, le Burkina Faso, mais également le Niger s'articulait donc autour d'une approche commune dans la lutte contre le terrorisme qui continue de sévir dans le Sahel, la stimulation économique dont parlait tout à l'heure docteur Sango dans la région et la recherche de partenariats qui pourraient soutenir les pas vers la souveraineté véritable de ces États. Rendu 365 jours plus tard, Yves Bouka, pensez-vous que le bilan de cette alliance des États du Sahel est assez reluisant et même impressionnant pour une année seulement écoulée? Mais ce bilan reflète-t-il réellement l'alliance ou du moins la solidité de cette alliance?
Oui, le bilan effectivement est assez conséquent, je ne vais pas dire impressionnant pour reprendre vos propres termes, parce que il faut le dire, en une année d'existence, cette alliance a permis à ces trois pays d'engranger véritablement des victoires, si je peux dire ça comme ça, qui sont assez significatives. Déjà au plan militaire, on a vu déjà la mise en place d'une force militaire conjointe qui permet effectivement de mutualiser les stratégies ou les politiques de défense des trois pays qui sont donc attaqués par les terroristes, proxy de l'OTAN, il faut le préciser, d'accord, qui a permis d'aboutir in fine à, par exemple, la libération de la ville de Kidal, au Mali, qui a été longtemps occupée par les terroristes depuis 2012, pardon, d'accord. Là, dernièrement, on l'a vu lors des échauffourées qui se sont produites du côté de Tenzawaten. Là également, malgré quelques pertes des FAMA, donc des forces armées maliennes, avec des supplétifs russes, d'accord, mais donc l'AES, sur le plan militaire, avec le renfort apporté par l'armée burkinabé, on a vu que donc, de ce côté-là, les terroristes qui avaient donc élu l'homicide dans la ville de Tenzawaten ont été pris en chasse et il y a eu un nettoyage qui a été correctement mené de ce côté-là. D'accord. Donc, ça, c'est dans le cadre de la mutualisation des efforts et des politiques de défense des trois pays. D'accord. Sur le plan économique également, on a effectivement un renforcement du processus d'intégration des peuples. Parce qu'il faut dire que si l'AES s'oppose quelque part un peu à la dynamique qui avait été celle de la CEDEAO, qui était beaucoup plus un syndicat de chefs d'État plutôt qu'autre chose. Alors que dans le cas de l'AES, on voit véritablement une volonté d'intégrer les peuples et d'établir une zone de libre circulation, d'échange, qui va véritablement avoir des répercussions sur le plan économique et même social des populations de ces trois pays. D'accord. Et là, la mise en place d'une monnaie unique va venir simplement pour parachever effectivement cette dynamique qui est déjà lancée par ces trois pays-là dans le cadre de cette alliance. D'accord. Sur le plan diplomatique, et ça, je vais reprendre parce que c'est quelque chose qu'on doit véritablement, sur lequel on doit beaucoup revenir, parce que c'est ça qu'on veut pour l'Afrique, parler d'une seule et même voix. Docteur Sango m'a coupé donc, les mots de la bouche. J'ai visionné là, il n'y a pas longtemps effectivement une vidéo où le président Assimi Goïta a reçu en audience, en Chine bien sûr, le Premier ministre du Niger et le Premier ministre du Burkina pour, on va dire, harmoniser leurs positions afin qu'ils puissent aller défendre d'une seule position effectivement leurs intérêts par rapport à la Chine. D'accord. C'est de cette manière-là que nous voulons que l'Afrique effectivement se comporte face aux puissants de ce monde. Parler d'une seule et même voix pour pouvoir effectivement mieux défendre nos intérêts. Donc, de ce côté-là, effectivement, je crois que pris de manière globale, voilà, c'est une réussite totale en une année seulement d'existence, et c'est vraiment encourageant parce que c'est ce que, en fait, c'est la dynamique que les États africains doivent suivre pour non seulement défendre leurs intérêts, mais véritablement se positionner sur le plan géopolitique et géostratégique mondial. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question de l'AES. Un an après, c'est vraiment une réussite qui véritablement fonde tous les espoirs des peuples africains épris de liberté, d'émancipation et de souveraineté. Merci, merci à vous. Yves Bouka pour cette réaction sur cette thématique. Eh bien, on retrouve chez Elou Lawson. Nous parlons avec vous également de ce bilan, de ce qu'il faut retenir des acquis. Alors, on rappelle que la Confédération, ou simplement les pays de l'AES, se sont aussi réunis comme un bloc sur le plan sécuritaire et ont décidé de former une armée conjointe qui pourra lutter contre l'insécurité dans les différents pays susmentionnés.
année. Ces pays ambitionnent également la création d'une banque d'investissement de l'AES ainsi que d'un fonds de stabilisation avec l'objectif de garantir la prospérité et le développement dans la région du Sahel. Là, on est déjà dans les projets, mais en termes de bilan, 1 an plus tard, peut-on dire que la Confédération ou encore la charte du Liptako Gourma a tenu ses promesses jusqu'ici et mérite l'espoir des peuples de l'AES? Absolument, je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, la charte du Liptako Gourma, qui est venue un peu comme une rupture épistémologique dans la démarche néocolonialiste des pays africains, de pouvoir se positionner comme quelque chose d'assez nouveau. Donc, de ce point de vue, on peut saluer l'initiative. On peut également voir sur le plan politique les actes qui ont été posés, notamment la signature de la Confédération. Sur le plan sécuritaire, le fait que les deux armées se sont intégrées, en tout cas pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Et également sur le plan diplomatique, cette démarche, n'est-ce pas, de l'AES de parler d'une seule voix sur le plan international. Donc tous ces éléments-là sont assez positifs et la vision est là, le projet est sur la table, mais je resterai tout simplement, en tout cas, tout à fait nuancé par rapport à mes co-panélistes pour ne pas être très élogieux, n'est-ce pas, sur le bilan. Quand il s'agit il faut rappeler un certain nombre d'éléments pour pouvoir situer le débat. Le Liptako Gourma n'a pas vraiment 1 an. Il faut remonter en 1970 pour voir, n'est-ce pas, la date de naissance de cette organisation qui a été fondée par les 3 pays, mais qui n'a pas beaucoup bougé. Et les idées ont été reprises donc il y a 1 année par les 3 pays pour pouvoir signer une alliance formelle. Mais les objectifs, c'est la question de la sécurité, mais aussi la question fondamentale du développement, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté, les disparités, les urgences climatiques, puisque cette région est l'une des régions les plus riches en termes de ressources minières, en termes de capacité hydraulique agricole, mais aussi des composants de sous-sol en termes d'or, de fer, de manganèse, de phosphate, de calcaire, etc. Alors, c'est quoi le programme? En tout cas, du point de vue économique, il faut, quand vous posez un projet sur la table, établir la méthode programmatique du projet. Même si vous voulez le faire sur une échelle de temps de 20 ans, de 30 ans, on veut savoir concrètement, voilà, quelles sont, n'est-ce pas, les étapes du projet pour pouvoir suivre le projet. Alors, si vous interrogez, n'est-ce pas, 1 an après le projet, nous sommes dans la vision, nous sommes dans des propositions, nous sommes encore dans les réflexions. Il n'y a pas un plan programmatique pour voir concrètement quelle autoroute va être construite, c'est quoi le plan de développement de la région. Je me rappelle encore du discours du président, du général Tiani, qui disait qu'ils vont transformer le Sahel en un Eldorado et que nous avons tous applaudi. Mais on veut voir le plan. On veut voir quand même la stratification du projet, le déploiement du projet sur le temps, sur le court, le moyen et le long terme. On veut voir quelles sont les équipes qui sont en place, quelles sont les ressources qui sont mises en jeu. Voilà, donc c'est tout ça qui amène à suivre le projet et à pouvoir avoir des critères d'évaluation et en fonction de ces critères, des livrables du projet quand on sait le quand, le qui, le comment, le coût et également la finalité. On pourrait donc ajuster en fonction de l'évolution. Et là, c'est un point de vue tout à fait économique, mais j'ai l'impression que nous sommes encore dans les grandes déclarations, nous sommes encore dans une vision. On peut m'opposer que le temps, 1 année, ce n'est pas encore assez significatif, mais je rappelle quand même que le projet du Liptako Gourma date de 1970 et il y a eu des plans qui ont été faits, qui sont restés dans les placards. Donc la réflexion est là, n'est-ce pas? Il faut peut-être avancer et sortir un projet pour que ce projet soit disponible
à l'ensemble des Africains, à l'ensemble de la diaspora, pour qu'on sache, OK, voilà le projet, voilà où on s'en va, voilà les réalisations prévues, les attendus, et qu'on puisse suivre le projet et ces étapes d'exécution sur le terrain. Je ne vois pas ça pour l'instant, donc je reste assez perplexe en ce qui concerne un discours élogieux. On ne peut pas, une année après, continuer à faire un discours si on ne voit rien de tangible, de concret. On voudrait tout simplement encourager les dirigeants, en tout cas leur équipe technique, de peut-être retrousser encore la manche. On ne demande pas nécessairement de voir des réalisations, mais au moins on peut être capable de voir le plan de match et son déploiement dans le temps et dans l'espace avec des ressources précises et également une forme d'architecture, n'est-ce pas, paysagère, une architecture économique, une architecture infrastructurelle qui nous donne l'espoir d'aller de l'avant, qui donne l'espoir de travail à la jeunesse du Sahel. Merci Chelou Lawson pour votre point de vue sur la question. Eh bien, à présent, escale.